Bonjour, aujourd'hui on continue notre voyage à la découverte de Rome. Dans le premier épisode, on s'était d'abord intéressé à la Rome antique, puis à la Rome néoclassique et baroque. On va aborder dans cette vidéo 3 autres aspects de la ville, en commençant par un attribut que Rome tient depuis bien longtemps. Bon, c'est un secret pour personne, Rome est l'un des chefs-lieux du catholicisme. Pour preuve, l'une des autres appellations de l'église catholique, c'est carrément l'église romaine. Par ailleurs, Rome est la ville comptant le plus grand nombre d'églises au monde. 421 selon son diocèse, 900 en comptant celles dont il ne reste que des ruines. Alors, comme cette vidéo ne se veut orienter dans aucune direction que ce soit, se dit ça, et ça tombe bien car je suis pas croyant, on va pouvoir partir à la découverte de ces édifices religieux en se concentrant uniquement sur leur aspect archéologique, historique et culturel. Dès lors que l'on rentre dans l'une de ces églises, le bruit extérieur laisse place au calme ambiant. L'extrême chaleur estivale laisse place à une fraîcheur des plus agréables, et notre regard se laisse porter de recoin en recoin, d'œuvre en œuvre, plongé dans ce qui semble être une autre époque. On trouve toutes sortes d'églises à Rome, de celles à l'intérieur aussi sobres que celui de la Basilica di Santa Sabina, en allant jusqu'à la riche et particulièrement majestueuse Chiesa Santa Maria della Vittoria, dont la beauté et la fraîcheur attirent les curieux. On y trouve de nombreux tableaux, des statues de marbre, un orgue somptueux, mais également des objets plus intrigants, comme cette poupée gardée sous verre, ou encore le corps de Santa Maria elle-même, exposé à la vue de tous. Cependant, toute majestueuse qu'elle est, cette église n'est pas l'une des 4 principales basiliques de Rome. Contrairement à la Basilica di San Giovanni in Laterano, de son nom complet, basilique du Très Saint Sauveur et des saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste au Latran. Celle-ci est le premier édifice monumental chrétien construit en Occident, aux alentours de l'an 320, et son intérieur est tout aussi gargantuesque que son extérieur. Au passage, cette basilique possède un rapport avec la France, puisque sur son parvis se trouve une réplique de la dalle en l'honneur des victimes de la misère, inaugurée à Paris en 87, sur laquelle se trouve l'inscription « Jamais plus l'exclusion, la discrimination, l'oppression, le mépris des pauvres et des petits ». Pas sûr que ce message ait été honoré depuis. Continuons notre voyage et retournons à présent vers une dimension plus intrigante. Au cœur de l'église Santa Maria in Cosmedin, et de son intérieur très classique, on peut observer une relique assez curieuse, le crâne de Saint-Valentin. Le Saint-Valentin. Quant à la raison de l'absence du reste de son corps, nous pourrions supposer que, écrasé sous le poids d'un amour trop fort, il perdit la tête quand sa moitié lui prit son cœur. En parlant de cœur, rendons-nous désormais à l'église Sacré-Cœur du Suffrage, qui possède une caractéristique atypique. En effet, après un incendie ayant eu lieu le 15 septembre 1897, le père Jouet rapporte avoir vu le signe d'une âme demandant des prières. Suite à cela, il décide de recueillir des preuves de manifestation d'âmes afin de les exposer dans un musée à l'intérieur de l'église. On peut y apercevoir par exemple des vêtements, livres ou autres objets marqués de traces de mains ou de doigts apparus suite à l'émanation de l'âme de différents défunts. Si vous visitez Rome, vous tomberez peut-être comme moi complètement par hasard sur l'Athénée pontificale Saint-Anselme. Il s'agit d'un institut supérieur reconnu pour son département de liturgie et dans lequel vous pourriez étudier des matières telles que philosophie et mystique, études monastiques ou encore théologie des sacrements, dans le but d'obtenir une licence. Voilà, rien de plus. Je voulais juste rentabiliser cette visite totalement improvisée. Éloignons-nous désormais de la religion et de son culte voué en partie aux défunts, pour se rapprocher de ce qui fait la vie de Rome, sa population. Et quoi de mieux pour commencer cette partie sur la Rome populaire que de se diriger vers la Piazza del Popolo, place du peuple en italien. Enfin pas tout à fait. En effet, Piazza del Popolo veut littéralement dire place du peuple. Mais le nom de celle-ci résulte d'une dérivation au cours de l'histoire. Le nom originel de cet endroit est en fait place des peupliers, populus en latin, en référence aux arbres qui l'entouraient. Cette vaste place est située au nord du centre historique de la ville. C'est d'ailleurs une localisation historiquement très importante, car avant l'ère des chemins de fer, elle représentait l'unique point d'entrée pour tout voyageur qui viendrait du nord de Rome. On y trouve un obélisque égyptien provenant de la ville d'Héliopolis. Appelé plus couramment obélisque del Popolo, c'est le deuxième plus ancien obélisque de Rome et l'un des plus grands. On trouve à son pied de petites fontaines dont l'eau, particulièrement froide, est terriblement bienvenue en plein mois d'août.
En poursuivant notre voyage dans le centre historique de Rome, non loin de la fontaine de Trévi, on débarque sur la place d'Espagne, qui tient son nom de sa prise par les Espagnols en 1620. C'est l'une des places touristiques les plus prisées de Rome, car elle offre, en plus d'une vue agréable, de quoi se reposer un peu et surtout de quoi se rafraîchir avec sa fontaine d'eau potable. Le dernier élément qui fait sa renommée, c'est sa localisation dans le quartier des boutiques de luxe, et notamment de sa très grande proximité avec la Via Condotti. Cette rue existe depuis l'Antiquité et doit son nom au conduit qui transportait l'eau jusqu'au terme d'Agrippa au XVIe siècle. On y trouve de nombreuses boutiques de luxe, de prêt-à-porter, de couture, de joaillerie comme Gucci, Prada, Valentino, Yves Saint Laurent. Mais c'est une boutique d'un tout autre genre qui a attiré mon attention. Terminons notre périple à travers la Rome populaire en nous arrêtant sur la Piazza Navona. C'est tout simplement la plus grande place touristique de Rome. Elle doit sa forme ovale du fait qu'elle a été construite sur les ruines du stade de Domitien Ier, construit au 1er siècle, et qu'elle en a gardé la forme exacte. Dans ce stade se déroulaient des jeux à la grecque, avec de la course à pied, du pugilat, ou encore du lancer de javelot et de disques. Il était désigné dans l'Antiquité par l'expression in agone, qui signifie là où se déroulent les jeux. Puis, au fur et à mesure des siècles, in agone a été transformé en agone, puis en navone, et enfin en navona, qui évoque en italien une grande nef. On trouve sur cette place 3 fontaines, dont la plus reconnue, se situant en plein centre de la place, est la fontaine des 4 fleuves. Achevée en 1651, celle-ci est surplombée d'un obélisque sur lequel est inscrit en hiéroglyphe le nom de Domitien. Cette fontaine est donc formée d'une allégorie de 4 fleuves symbolisant les 4 grandes parties du monde. Le Danube pour l'Europe, le Gange pour l'Asie, le Rio de la Plata pour l'Amérique et le Nil pour l'Afrique. D'ailleurs, le visage de la statue du Nil est couvert d'un voile. Cela symbolise le fait qu'à l'époque, on ne connaissait pas encore les sources du Nil. Comme je l'ai dit plus tôt, cette place est la plus grande place touristique de Rome. Nous venons de voir ses monuments, elle compte également beaucoup de restaurants, de boutiques, etc. Mais aussi des animations de rue desquelles j'ai pu être spectateur. Il y en a notamment une qui m'a particulièrement émerveillé et que je voulais partager avec vous. Bon, on vient de voir certains des lieux de vie les plus importants de Rome. Maintenant, si on retournait dans l'Antiquité, en effet, dans notre premier épisode de notre voyage à la découverte de Rome, nous nous sommes déjà intéressés à la Rome antique, en parlant notamment des légendaires Palatins, Forum romain, Colisée, Panthéon et Capitole. Cependant, ce ne sont pas les seuls vestiges de la Rome antique qui valent le détour. Loin de là. La première chose que je voudrais évoquer avec vous dans cette partie, vous la connaissez peut-être. Si je vous dis SPQR, ça vous parle? Alors évidemment, certaines personnes vont dire « Bah, sac de PQ rafraîchissant ». Je vais peut-être pas la garder celle-là. Alors, j'imagine que certains ou certaines penseront « Bah oui, Senatus Populusque Romanus, le sigle emblème de la République romaine ». Et ces personnes ont tout à fait raison. Ce sigle signifie le Sénat et le peuple romain et symbolise l'union entre le Sénat et le peuple romain. Ouais bon, ça paraissait évident. Néanmoins, on peut noter que ce sigle est devenu plus tard l'emblème de l'Empire romain. Désormais, un peu à l'instar de sa présence sur les frontons des temples durant l'Antiquité, on peut le retrouver sur des bouches d'égout ou d'autres bâtiments de Rome. Alors, petite anecdote que j'ai trouvée sympa, dans la traduction italienne des BD d'Astérix, SPQR peut avoir la signification de Sono pazzi questi romani, que l'on connaît mieux en français sous la forme « Ils sont fous ces Romains ». Bon, SPQR on pouvait s'y attendre, c'est quand même sur le blason de la ville. En revanche, est-ce qu'en allant dans le centre-ville de Rome, on s'attend à voir une pyramide? Pas vraiment. La pyramide de Cestius a longtemps été, au cours du Moyen-Âge, perçue comme le tombeau de Rémus, le frère de Romulus, le fondateur de Rome. En fait, pas du tout. La pyramide de Cestius est le tombeau de Caius Cestius, d'où le nom, qui était un riche prêteur romain qui a ordonné sa construction pour surfer sur la mode de la culture égyptienne. Caius Cestius avait d'ailleurs exigé que la construction de la pyramide soit effectuée en moins de 330 jours, sans quoi il déshériterait ses descendants. Est-ce qu'ils ont réussi? Eh bien, la pyramide comporte une inscription qui stipule qu'elle a été construite en 330 jours. Ça, c'est de la ponctualité. Bon, par contre, il avait dit moins de 330 jours. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment eu leur héritage? Pas sûr. Le mystère reste entier. Blague à part, le monument, formé de mortier et recouvert de marbre, culmine à 36 mètres de haut, ce qui le classe parmi les plus hautes pyramides antiques du monde. Niveau intérieur, sa chambre funéraire mesure 6 mètres de long sur 4 mètres de large avec un plafond de 5 mètres de hauteur. Ça fait un bon petit studio. On doit pas être emmerdé par les voisins en plus. Je vais m'enseigner. Si vous vous promenez dans le quartier historique du Champ de Mars, il se peut que vous soyez surpris en arrivant sur la place du Largo di Torre Argentina. En effet, on y trouve 8 mètres en contrebas, un site de fouilles archéologiques.
Ce complexe magnifique a été redécouvert en 1909 quand, lors de travaux de reconstruction du quartier, les vestiges d'une statue immense ont été exhumés. Finalement, après des fouilles plus poussées, c'est toute une zone sacrée qui a été déterrée. On y trouvait à l'époque 4 temples, dont il ne reste que des ruines. Ces 4 temples ont été nommés A, B, C et D du fait de l'incertitude quant aux divinités qui y étaient honorées. Le temple C, datant du 4e siècle avant notre ère, était vraisemblablement dédié à Féronia, ancienne déesse de la fertilité et protectrice des bois et des moissons. Le temple A, quant à lui, était dédié soit à Junon Curitis, protectrice des épouses, soit à Juturne, nymphe des sources, et a été construit au 3e siècle avant notre ère. Le temple B serait le temple de la fortune du jour présent, construit en 101 avant notre ère pour célébrer une victoire militaire. Et enfin, le temple D, le plus grand des 4, érigé au début du 2e siècle avant notre ère, célébrerait les Lares Permarini, protecteurs des navigateurs. Petite précision sur les Lares, il s'agissait en fait de tous les dieux protecteurs d'un lieu ou d'un groupe de personnes. Parmi eux, on retrouve par exemple Janus, Apollon, Diane ou encore Mercure. Enfin, petit détail d'une importance certaine, si vous vous déplacez jusqu'au pin situé dans le dos du temple B, vous vous trouverez alors juste à côté de l'antique curie de Pompée, l'endroit précis où Jules César a été assassiné en 44 avant notre ère. Cependant, les stars du Largo di Torre Argentina ne sont pas toutes ces merveilles archéologiques et historiques. Non, les stars de l'endroit, ce sont les chats. En effet, de nombreux chats errants ont trouvé refuge dans cette zone interdite au public. De nombreux curieux, dont moi, viennent donc observer nos amis félins, qui sont nourris par les gatarets des femmes bénévoles. Il est d'ailleurs possible d'adopter chacun des chats présents, qui sont tous vaccinés et stérilisés. Terminons notre tour de la Rome antique par un lieu dont je n'avais jamais entendu parler avant et qui m'a complètement bluffé. Je dirais même que c'est le vestige de la Rome antique qui a le plus marqué mon voyage. Et ouais, je fais monter la hype. Dirigeons-nous donc vers le sud de Rome, au pied de la colline de l'Aventin, pour découvrir ensemble les thermes de Caracalla. On trouve à cet endroit les vestiges de l'un des plus riches et majestueux établissements thermaux de son époque. Ces thermes, dont la construction eut lieu entre 212 et 216, furent ordonnés par l'empereur Caracalla, qui donna son nom au complexe. Et je pense que complexe est un mot approprié pour cette zone de 11 hectares qui pouvait accueillir jusqu'à 1600 personnes. Il suffit de se promener dans les ruines et d'observer les alentours pour se rendre compte de l'immensité des bâtiments et imaginer la richesse originelle de l'endroit. Pour vous donner une meilleure idée de cette richesse, observez ces murs de briques, hauts de 20 mètres, qui étaient à l'époque recouverts de marbre. Les vastes salles, aujourd'hui sans plafond, disposaient de voûtes totalement peintes. On observe encore à certains endroits les mosaïques qui recouvraient le sol et des restes de statues qui ornaient les niches de grands murs intérieurs. Les statues faisaient d'ailleurs partie intégrante des thermes et démontraient la richesse du lieu. Certaines d'entre elles, comme le taureau Farnèse ou encore le colossal Hercule Farnèse, ont été restaurées à la suite de fouilles archéologiques, qui peuvent également être appelées pillages, question de point de vue, et sont conservées aujourd'hui au Musée national de Naples. On retrouve également devant l'ambassade de France à Rome 2 fontaines de granit provenant de ces thermes. Ces thermes représentaient le pouvoir militaire et politique de l'Empire romain qui, après s'être enrichi en appauvrissant les peuples alentours, profitait de ce lieu pour exhiber sa richesse abondante. Le très bon état de conservation des thermes de Caracalla nous permet de visualiser facilement les différentes zones qui les composaient. Le complexe, entouré par le mur d'enceinte, débutait par un grand jardin qui donnait accès aux boutiques et restaurants, au stade et bien sûr aux thermes. Dans ce jardin se trouvaient 64 citernes d'une capacité de 80 000 litres alimentées par un aqueduc qui permettait d'approvisionner les thermes en eau. Le bâtiment principal, là où se trouvaient les thermes, comportait sur ses côtés les salles médicales et de massage, ainsi que les vestiaires appelés apoditerium que nous pouvons encore observer aujourd'hui. Cette pièce, passage obligé pour tout visiteur, était la plus richement décorée de tout le complexe. On retrouvait 3 types de bains classés par température. Le frigidarium, le bain le plus froid, le tepidarium, le bain tiède, et le caldarium, bain chaud, qui a malheureusement été totalement rasé. Un 4e type de bain, appelé natatio, était l'équivalent d'une piscine olympique actuelle, avec des mensurations de 50 mètres de long et 22 mètres de large. À côté des bains se trouvaient les exèdres, c'est-à-dire des salles de conversation équipées de bancs et de sièges, où se déroulaient des conversations supposées philosophiques. Mais une question que l'on pourrait se poser, c'est comment était chauffée toute cette eau qui alimentait les différents bains? Et bien pour cela, il est possible de se rendre dans le sous-sol des thermes. Dans celui-ci se trouvait le praefornium, une chaudière alimentée avec du charbon de bois et entretenue par des esclaves. L'eau était acheminée de la chaudière jusqu'au bain par un système ingénieux de tuyauterie. L'air chaud circulait quant à lui sous les bains et dans les murs grâce à des conduits en briques creuses. Ainsi, les bains les plus chauds, comme le caldarium, étaient situés au plus près du praefornium et pouvaient être chauffés jusqu'à 30 degrés, tandis que les bains les plus froids étaient les plus éloignés de la chaudière. Il était même possible de se rendre dans le sudatorium, un bain extrêmement chaud dont les bassins étaient métalliques et remplis de charbon de bois brûlant, et dans lesquels l'eau atteignait les 60 degrés. Ces bains étaient tellement chauds qu'il était nécessaire pour les baigneurs de porter des sandales de bois pour pas se brûler les pieds.
Finalement, en visitant les vestiges des thermes de Caracalla, on ne peut s'empêcher de laisser libre cours à notre imagination et de visualiser le complexe rempli d'habitués. Pour certains barbotant dans les bains en jouant à des jeux de plateau, pour d'autres s'exerçant dans le stade, et pour d'autres encore flânant dans les boutiques et restaurants, entourés d'un jardin luxuriant. Tout cela nous offre un voyage dans le temps inattendu qui, croyez-moi, vaut le détour. Voilà qui conclut notre voyage au cœur de Rome. Ou enfin, ce deuxième épisode de notre voyage au cœur de Rome. Car oui, il nous reste un troisième épisode dans cette série de vidéos, dans lequel nous aborderons un aspect incontournable de la ville et d'autres endroits moins connus du public mais tout aussi intéressants. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, n'hésitez pas à poster un commentaire, je les lis tous. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait pour rater aucune vidéo, ça prend 2 secondes et ça fait grave plaisir. Et en attendant, je vous dis à plus tard.